Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Richard Malka, avocat, scénariste de bande dessinée et romancier français, connu notamment pour être l'avocat de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Bonsoir Richard Malka. Bonsoir. Libre ensemble, Catherine Ax. Alors lors du procès, je remets un petit peu le pitch de ce nouveau livre que nous vous offrez, lors du procès des attentats, et vous m'interrompez si je me trompe, lors des attentats de janvier 2015, dont vous êtes l'avocat. Lors de ce procès, vous n'avez pas pu plaider tout ce que vous aviez sur le cœur à ce moment-là, à cause de nombreux reports notamment. Vous livrez donc dans ce livre, chez Grasset, Le droit d'emmerder Dieu, toute votre plaidoirie, plutôt une ode qu'une plaidoirie, une ode à la vie, un procès intellectuel, historique, au cours duquel vous retracez avec puissance le cheminement et l'idéologie du mal. Vous commencez votre livre en disant « C'est à nous de nous battre pour rester libres, nous et ceux qui nous succéderont, dites-vous ». C'est ça qui s'est joué lors de ce procès et c'est ça que vous dites aujourd'hui. Vous posez aussi cette question, comment répondre à ceux qui préfèrent la mort à la vie, Richard Malka ? Alors d'abord, vous avez raison sur la forme, c'était en réalité assez peu une plaidoirie, c'était plutôt un discours. En fait, j'avais annoncé dès le début du procès que ma cliente à moi, qui représentait la société éditrice du journal Charlie Hebdo, je considérais que j'étais là pour défendre la liberté et pas des personnes physiques qui avaient souffert dans leur chair. J'avais en charge la défense d'un symbole. Et donc je me suis assez peu intéressé aux accusés en réalité et j'ai voulu défendre les causes pour lesquelles nos amis avaient été assassinés et leur rendre hommage et retracer l'histoire du droit à la critique de Dieu, l'histoire du droit au blasphème, qui est très particulière en France, puisque nous sommes en France le premier pays en 1791, c'est très lié à la Révolution française, à avoir aboli le délit de blasphème, et puis l'histoire des caricatures qui commence à Amsterdam avec l'assassinat de Theo van Gogh, et puis pourquoi ce principe de liberté d'expression qui est la mère de toutes les autres libertés est si important, et puis aussi retracer les événements funestes et les complaisances qui ont abouti à la tragédie de 2015. Alors oui, nous on préfère la vie, mais en face de nous, il y a des personnes qui ne sont pas dans la recherche de la paix, de la concorde, mais dans la conquête. Et qui sont prêts à faire la guerre et à tuer et à imposer la terreur pour imposer leur vision du monde. Et nous essayons désespérément depuis des années, et en particulier au travers de problématique de la critique de Dieu, de leur donner des gages en quelque sorte, en renonçant à un petit bout de droit par-ci par-là, en espérant que ça va nous assurer la paix. Et en réalité, c'est le contraire que nous faisons. C'est-à-dire qu'à chaque renoncement, nous alimentons leur soif, leur appétit de conquête. C'est l'exemple du conciliateur de Churchill qui traverse ma plaidoirie discours. En réalité, à chaque fois, nous nourrissons le crocodile. À chaque fois que nous renonçons à des droits, nous nourrissons le crocodile qui devient de plus en plus monstrueux. Et à un moment, il devient très compliqué de s'en débarrasser. Sauf à aller à une confrontation dure, alors qu'au départ, il suffirait d'être ferme sur nos principes, de ne pas le nourrir pour le maintenir en cage. Ce qu'on avait un petit peu oublié, vous nous le rappelez, c'est cette instrumentalisation des caricatures par les frères musulmans danois, que vous appelez les escrocs, une supercherie née en 2004. En quelques mots, racontez-nous, remettez le contexte de cette supercherie justement. Mais les fanatiques sont toujours des escrocs, et les frères musulmans n'échappent pas à cette règle. Et je le dis en France aussi bien qu'en Belgique. Oui, en réalité, quand le Jyllands-Posten, le journal de centre-droit danois, publie les caricatures de Mahomet, elles sont assez anodines en fait. Et ça provoque une manifestation de 3000 personnes, c'est significatif, mais c'est quand même pas énormissime au Danemark. Et puis, plus rien ne se passe. Et les caricatures sont également publiées quelques semaines plus tard en Égypte,
en plein mois du Ramadan, donc un mois sacré, et ça ne provoque absolument aucune réaction. Et c'est là que des imams danois, frères musulmans et salafistes, très frustrés de cette absence de réaction, se disent qu'ils vont en rajouter. Et ils constituent un petit dossier dans lequel ils insèrent de fausses caricatures qu'ils vont chercher sur des sites internet de suprémacistes américains ou en France, qui ne concernent pas du tout l'islam, mais ils font une légende indiquant que ça concernerait l'islam. Et donc, munis de ce dossier qui est une supercherie, qui est une escroquerie, ils font le tour des capitales arabes en disant « Mais regardez comment on représente le prophète en Occident comme un pédophile, comme un violeur d'enfants, à quatre pattes, dans des scènes vraiment assez odieuses. » Sauf que ces caricatures n'ont jamais été publiées et que ce sont ces frères musulmans et ces salafistes qui les ont inventés. Ce sont eux les blasphémateurs en réalité. Et là, le monde s'embrase à partir d'une escroquerie. Et là, on nous demande d'abandonner un bout de droit à la liberté d'expression sur le fondement de ce qui est en réalité une escroquerie, et on tombe dans le panneau. Et nos dirigeants les plus importants tombent dans le panneau, Jacques Chirac, Bill Clinton, l'ONU, et à partir de là, il y a un mouvement, il y a une récupération politique d'organisations islamiques qui demandent à l'ONU d'imposer à tous les pays du monde de renoncer au blasphème. Donc, sur le fondement d'une supercherie. Oui, vous dites que le danger, c'est de faire le jeu du respect des religions plutôt que de la liberté d'expression, tomber dans le piège de la culpabilisation de ces frères musulmans. Mais Richard Malka, se moquer des religions, vous dites qu'on peut le faire, on peut blasphémer. Mais c'est quoi aujourd'hui se moquer des religions? Est-ce que c'est la même chose de se moquer des puissants, donc des chefs de ces religions, comme Charlie Hebdo l'a toujours fait, se moquant du pape ou des élites, évidemment, des grandes religions, ou se moquer... Est-ce que c'est la même chose que de se moquer des croyants de la base, qui sont souvent stigmatisés, qui sont souvent plus précarisés? Et est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut se moquer des deux de la même manière? Non, bien sûr que non, mais ça, il y a une limite légale. Je pense en Belgique comme en France. Je connais moins la législation belge, mais en France en tout cas, il y a une frontière entre la critique, la moquerie des croyances, des idées. Et l'islam en est une, le communisme en est un autre, le capitalisme, ce sont des idées. Personne n'a vérifié l'existence de tel ou tel dieu. Le judaïsme, le protestantisme, et là la critique est absolument libre et elle doit rester absolue. Personne n'est obligé de critiquer, mais il y a un droit à... et de l'autre côté, les attaques contre les personnes, à raison de leur religion. En d'autres termes, si vous croyez aux fantômes, je peux me moquer de votre croyance dans les fantômes. Mais mais vous, en tant qu'être humain, je vous respecterai. C'est pas la même chose. L'être humain et ses croyances. Vous choisissez de croire à ce que vous voulez, mais c'est pas pour autant que je dois le respecter. Sinon, on ne peut plus discuter de rien et on ne peut plus rien critiquer. Vous n'êtes pas vos croyances. Vous ne pouvez pas vous réduire à vos croyances. Donc oui, j'ai le droit de dire absolument ce que je veux du judaïsme, de l'islam, du christianisme. J'ai le droit de dire que ce sont des religions toxiques, si j'en ai envie, que leur divinité, c'est n'importe quoi, que de toute façon, ça n'existe pas, que c'est nocif. Mais je n'ai pas le droit de dire qu'un juif, qu'un musulman, ou qu'un chrétien, ou qu'un protestant est quelqu'un de toxique et de nocif. C'est ça la différence. On respecte les êtres humains, pas les croyances. C'est un peu ce que dit la philosophe Catherine Kinsler, spécialiste de l'éducation et de la laïcité. Vous dites comme elle, on ne fait plus aujourd'hui, notamment les jeunes, la distinction entre la croyance et l'opinion. Et c'est ça la difficulté. Mais oui. Et c'est absolument, et on a beaucoup de mal à faire passer cette idée-là qui est... c'est vrai, assez conceptuel, et en particulier dans les jeunes générations. Mais la critique des idées, des religions doit rester libre, parce que sinon c'est le fanatisme. Si on ne peut plus critiquer une religion, alors c'est l'idolâtrie, alors c'est le fanatisme. Il n'y a pas un respect obligatoire. Vous êtes libre constitutionnellement, c'est un acquis de siècles et de siècles de combat des peuples. Vous êtes libre de ne pas respecter les religions autant que vous voulez.
mais autant que vous voulez, et quelques idées que ce soit, parce que sinon, encore une fois, ça devient des dogmes. Une idée qu'on ne peut pas critiquer, c'est un dogme. Donc oui, je vous incite à exercer vos droits, sans aucun complexe. Et vous êtes aussi virulent envers la gauche, notamment en France. Vous dites qu'elle a abandonné la critique de l'islam. Pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, la gauche a une responsabilité historique dans cette démission et dans cette lâcheté en réalité, parce que c'est une lâcheté. Et en face, ils ont su très bien nous culpabiliser, et ça a été expliqué au procès Charlie Hebdo. Tout ça est très mûri, pensé par des idéologues. Ils ont su nous culpabiliser avec effectivement les damnés de la terre. Les musulmans sont stigmatisés et dans des positions précaires. Ce sont des victimes ontologiques. Là encore, je m'élève contre ça. Les musulmans, ils sont journalistes, ils sont avocats, ils sont chercheurs. C'est insupportable de les enfermer dans une catégorie de victimes. Et l'idéologie victimaire est à la base de tous les crimes, de tous les attentats et de la plupart des génocides dans l'histoire. Donc non, il n'y a pas de victime de la naissance à la mort, et je refuse que quelque communauté que ce soit se laisse enfermer dans une telle catégorisation. C'est une essentialisation. Et la gauche est tombée dans le panneau et par culpabilité a finalement renoncé à défendre bien souvent la liberté d'expression, d'autres droits, et elle porte une responsabilité parce que c'est la laïcité, l'universalisme, c'est-à-dire voir les gens au-delà de leur religion, leur race, leur couleur de peau, leur genre, c'est d'abord une idée de gauche. Et si la gauche est dans ce triste état aujourd'hui, c'est en particulier parce qu'elle a renoncé à défendre ses idées. Vous dites un discours victimaire, c'est un discours poison. Oui. Notamment par le blasphème. Vous dites aussi qu'il y a de nombreux pays où se passent des attentats, comme en Autriche, au Mozambique, au Nigeria, et pourtant là, pas de caricature, pas de blasphème. Pas de Charlie Hebdo et pas de laïcité. Mais des attentats. Oui, mais oui, parce qu'en fait, ce sont les libertés dans leur ensemble que ces personnes détestent. Et là encore, une revenante de Syrie qui était mariée à un haut cadre de Daesh, qui a témoigné de sa prison, est venue nous le dire. Continuez, parce que ce sont vos libertés qu'ils détestent, ce qui est toujours le cas des fanatiques. Comme ils ont choisi de vivre enchaînés, la liberté des autres est un miroir insupportable de leur propre emprisonnement. Et donc il faut éliminer l'autre. Cabu, pour vous, c'est un héritier, Cabu et les copains. Ce sont des héritiers de Diderot, de l'encyclopédie. D'abord, ce sont des amis. Et ensuite, oui, le destin les a placés là. C'est des libres penseurs. Et ne pas permettre cette liberté d'expression, pour vous, c'est renoncer à ces libertés-là et à l'encyclopédie. C'est renoncer à tout notre héritage culturel et civilisationnel, oui. C'est la révolution, c'est les encyclopédistes, c'est l'histoire de l'Europe, que d'avoir inventé un monde que l'on ne pensait pas au travers de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est débarrassé de Dieu. Alors pas forcément dans la sphère privée, chacun fait ce qu'il veut, mais dans la sphère publique, c'est-à-dire dans les lettres, on s'est débarrassé de Dieu, parce qu'avant, il y avait des censeurs qui venaient vérifier ce que vous écrivez, dans le journalisme, dans la poésie, dans les mathématiques, dans les sciences, dans tous les domaines de la pensée humaine, on a décidé d'appliquer la raison plutôt que Dieu, et donc d'appliquer un principe de liberté, de recherche, plutôt que des dogmes religieux. Remettre ça en cause, c'est changer de civilisation. Mais vous ne pensez pas, Richard Malka, tout de même que les conditions des caricatures, de l'humour, du rire ont changé depuis l'époque glorieuse de Charlie Hebdo. Coco, dessinatrice de Charlie Hebdo, le dit elle-même aussi. On peut plus dessiner ce qu'on a dessiné avant parce que le monde a changé, les médias, la globalisation, la rapidité de l'information, tout ça a changé. Et donc, est-ce qu'on peut faire la même chose que dans les années 70 ? Probablement pas. Alors bon, rien n'est figé pour l'éternité. Qu'il y ait un mouvement et que la caricature s'y adapte, c'est assez logique et normal.
mais ça va pas toujours dans le bon sens, parce que si vous devez, à raison de la mondialisation de l'information, tenir des critères du Qatar ou du Yémen ou de l'Arabie Saoudite pour savoir ce que vous allez pouvoir dire ou écrire ou dessiner en Belgique, le champ de vos interventions va se réduire drastiquement. Résonne quand même encore en nous alors cette phrase de Desproges, on peut rire de tout mais pas avec tout le monde, et sans doute ce qu'il voulait dire c'est qu'on ne pouvait pas rire de la Shoah avec Jean-Marie Le Pen par exemple. Est-ce que Charlie, pensez-vous aujourd'hui, n'est pas récupéré justement par une extrême droite, par Zemmour, par d'autres, et qu'en cela il faut être vigilant? Non mais franchement, on s'en fout de la récupération par X ou Y. Si vous avez peur de faire des choses dans la crainte d'être récupéré par des gens mal intentionnés, vous ne faites jamais rien. C'est pas le sujet. Le sujet dans la vie, c'est de faire ce à quoi l'on croit. Et en l'occurrence, Charlie défend la liberté d'expression et la possibilité de rire. Qu'il soit ensuite récupéré par X, Y ou Z, c'est le meilleur moyen donc de renoncer à parler de tous les problèmes qui fâchent, qui sont là. C'est ce que fait la gauche, en fait. Et plus on renonce, plus ce sont les extrêmes qui s'en emparent. Donc c'est pas la bonne solution. Ça fait 30 ans qu'on expérimente ça. On ne parle de rien, ni de la laïcité, ni des problèmes que posent les religions, ni des problèmes d'immigration, ni des problèmes de sécurité. Je mets les pieds dans le plat. Et du coup, qui en parle? Parce que les gens, ils les voient, les problèmes. Donc, qui en parle? Donc en fait, on laisse le champ libre aux extrêmes. Moi, je pense que c'est à la gauche de développer un discours de raison sur l'ensemble de ces thèmes. Et je pense que ne pas en parler, c'est favoriser et l'extrême droite et l'islamisme. Vous dites, vous mettez les pieds dans le plat, vous n'avez pas peur des mots, vous n'avez pas peur de parler. Non, j'ai une parole libre. Exactement. Que pensez-vous alors, parce que c'est très touchy, le port des signes convictionnels dans les lieux publics, dans les écoles. Que pensez de ce fameux voile? Ma position sur le voile est très simple et elle colle à ce qu'est la législation française, c'est-à-dire non à l'école dans les services publics pour les mineurs et pour le reste, il n'est pas question s'agissant du voile, là je parle pas de la burqa, il n'est pas question de l'interdire dans la rue. Là, ce serait une atteinte aux libertés contre laquelle je ne pourrais que m'élever. On ne réglemente pas la manière dont les gens s'habillent. Et puis par ailleurs, ça n'a pas de sens. Ça serait contourné, on mettrait des bonnets, donc c'est impossible en fait, des chapeaux. Comment vous interdisez le voile et pas un chapeau, ça, c'est pas possible. C'est du domaine de la conviction, du débat. Évidemment, je préférais que les femmes ne portent pas de voile, mais ce n'est pas à moi de l'interdire. C'est la discussion qui peut convaincre que c'est un symbole de la soumission de la femme. Mais il est hors de question pour moi de passer ça dans le domaine législatif. Donc non, pas de voile dans les services publics pour les agents du service public, ni pour les écolières mineures. Pour le reste, voilà, il faut respecter la liberté des gens aussi. En France, il y a, beaucoup de sondages le montrent, un net rejet de la laïcité par les jeunes, et d'aucuns disent et y voient la conséquence d'une sacralisation du convictionnel et 30 ans d'erreurs éducatives. Ici en Belgique, le Centre d'action laïque défend un cours de 2 heures obligatoires de philosophie et de citoyenneté. Est-ce que vous pensez que ça passe par là, la laïcité, une nécessité à éduquer dès le plus jeune âge? Oui, alors... Un fort rejet, il faut tempérer un peu. Il est vrai que, et ça c'est incontestable, il y a une rupture générationnelle. La France est encore viscéralement et majoritairement attachée au principe de laïcité, mais on sent que dans les plus jeunes générations, c'est plus la même chose et c'est beaucoup plus partagé. Il faut rappeler que la laïcité, comme le disait Aristide Briand, c'est une libération, ce n'est pas une hostilité. En fait, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et il faut que les gens comprennent ça. C'est ce qui nous permet de vivre libre, en dehors des dogmes religieux, et c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Parce que sinon,
On dit à une communauté, bon, bah, vous appliquez ce que vous voulez, on va faire des accommodements raisonnables, vous appliquez la loi que vous voulez, puis à une autre, sa loi à elle. Et en fait, on tombe dans une société communautariste où il n'y a plus d'échanges, parce qu'on a on est trop éloignés. Chacun vit entre soi. Parce qu'on veut éviter la critique, la mise en cause, que les usages, les mœurs deviennent différentes et qu'il n'y a plus d'échanges. On a inventé la possibilité de vivre ensemble. Gardons-la. Et cette possibilité, elle est rendue possible par la laïcité, c'est-à-dire la mise à l'écart de la religion du domaine public. Sinon, on retombe dans les guerres de religion qu'on a connues pendant des siècles. C'était fait pour ça, la laïcité, pour mettre un terme à ces guerres de religion. Je vous lis, page 86, donc en guise de conclusion presque de cette plaidoirie, vous dites « Ces personnes comprennent-elles que renoncer à la liberté d'expression, cela reviendrait aussi à abandonner des millions de musulmans, des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des femmes, des étudiants qui se battent pour vivre libres. Si le pays des Lumières renonçait à cette liberté, ils n'auraient plus aucun espoir. Nous ne pouvons pas les laisser tomber. » C'est ça aussi. Oui. Mais bien sûr, en Turquie, les gens se battent pour la laïcité. À Raqqa, ville symbolique s'il en est, puisque c'était la capitale de Daesh, un nouveau maire a été élu, c'est une femme kurde, musulmane, et son programme, c'est la laïcité. Ça fait rêver partout dans le monde, sauf chez nous. Vous signez ce livre, voilà, cette plaidoirie, ce livre. Pourquoi l'avoir édité, ce plaidoyer, Richard Malka ? Pour convaincre. Pour venir vous parler, pour avoir le plaisir de venir parler aux auditeurs belges. Et vous ne craignez pas ? Non, mais pour convaincre. Vous ne craignez pas ? Pour continuer le combat. Vous ne craignez pas des représailles, peut-être pas, mais enfin de nombreuses critiques ? Oh là là, je suis habitué, vous savez, mais c'est pareil. Si vous voulez un jour vous retourner sur votre vie et vous dire « Ah bah c'est chouette, j'ai eu une belle vie, j'ai évité toutes les critiques », c'est pas très satisfaisant. Quand on fait des choses, on est critiqué, c'est pas très grave, on survit très bien. Vous continuez le combat pour ne pas faire grossir le crocodile de Churchill. Exactement. Merci beaucoup, Richard Malka. À lire donc Le droit d'emmerder Dieu chez Grasset. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous, Richard Malka. Merci à vous. À très bientôt. Dans cette seconde partie d'émission, j'ai le grand plaisir de recevoir Djemila Ben Habib, chargée de mission au Centre d'action laïque. Bonsoir Djemila. Bonsoir. Djemila, vous êtes la fondatrice et porte-parole du collectif Laïcité Yalla, créé le 12 novembre 2019 à l'initiative du Centre d'action laïque et qui a divers objectifs, comme nous allons le voir avec vous. Vous qui êtes journaliste, écrivaine et militante politique canadienne, d'origine algérienne, connue pour vos opinions contre le fondamentalisme islamiste, pensez-vous, comme Richard Malka Djemila, que nous avons le droit d'emmerder Dieu ? Écoutez, oui, absolument, mais connaissant la vivacité d'esprit de Richard, la profondeur de sa pensée, son sens de l'humour aussi, c'est plutôt une invitation à se distancier de nos croyances, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre une personne, évidemment, et ses idées. Or, notre époque et certaines écoles de pensée tendent finalement à fusionner l'individu et sa pensée. Et ce n'est bon pour personne. Donc, comme le disait le grand Montaigne, il faut savoir faire une distinction entre ce qui revêt de la peau et ce qui a trait à la chemise, c'est-à-dire prendre une certaine distance, une certaine hauteur par rapport aux idées auxquelles on croit, par rapport à la fonction que l'on occupe. Et donc, s'agissant évidemment de cet essai absolument délicieux qui est le coup de poing de Richard, c'est une invitation finalement à revenir sur cette époque un peu folle qui est la nôtre, qui est celle où des caricaturistes, des personnes immensément humanistes ont été assassinées parce qu'elles ont dessiné des Mickey ici et là. Et voilà, donc un peu de hauteur, c'est bienvenu dans cette époque un peu folle que nous vivons.
Djemila, le 5 mars 2020, le collectif Laïcité Yala lance son manifeste pour une citoyenneté de la diversité. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce collectif Yala et pourquoi ce manifeste ? Alors le collectif Laïcité Yala est un collectif regroupant des personnes ayant un héritage musulman, des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, des croyants et des non-croyants, qui partagent une même perspective de la citoyenneté, c'est-à-dire que nous souhaitons mettre en avant ce qui nous unit, ce qui nous réunit, ce que nous partageons profondément, c'est-à-dire d'abord notre humanisme, mais aussi notre souci d'être des citoyens à part entière et non des citoyens de seconde zone, non des citoyens prisonniers dans une certaine identité, dans une prison, disons, ethnique et religieuse. Donc nous avons lancé ce collectif espérant apporter notre pierre à ce grand édifice qui est le vivre ensemble, faire société. Comment pouvons-nous faire société ? Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a en Belgique, dans notre pays, une montée du communautarisme ethnique et religieux qui touche particulièrement les personnes ayant un héritage musulman. Et donc, nous prônons des idées humaniste, universaliste. Évidemment, la laïcité nous semble le ciment le plus propice pour construire du lien, pour établir des ponts entre les individus. Donc notre souhait, notre espoir, notre travail réside en notre capacité de fédérer ici et là, mais aussi en notre volonté d'expliquer d'où nous venons, parce que nous sommes fiers de notre héritage, de nos racines, de nos origines, mais nos origines ne sont pas une prison, ne peuvent pas être une prison. Donc la liberté pour nous, la quête de l'égalité, de la justice, de la citoyenneté sont des aventures humaines que nous partageons avec l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc, essayer d'apporter un peu de beau, essayer de faire partager un petit peu nos expériences de vie qui ne sont pas toujours faciles, compte tenu du fait que chacun de nous, à partir d'une expérience personnelle, a eu à se confronter à ce communautarisme ethnique et religieux qui, par son cheminement de femme, qui par son cheminement d'artiste, qui par son cheminement de réfugiés politiques, qui par son cheminement d'opposant au régime d'Erdogan, qui par son souhait de devenir un militant tout simplement démocrate. Donc voilà qui nous sommes. Nous essayons aussi de traduire la mosaïque culturelle qui traverse nos pays d'origine, à savoir nous accueillons parmi nous des berbérophones, des arabophones, des turcophones, des persophones, parce que nous sommes persuadés que à travers cette complexité, eh bien, on pourra aussi faire toucher de près la richesse eh bien, de nos contrées. Donc voilà, si vous voulez, très brièvement, un peu en gros, qui nous sommes. Pourquoi nous nous sommes constitués et où voulons-nous aller ? Donc, collectif, évidemment, c'est parce qu'on est un groupe. Laïcité, c'est parce que notre horizon commun, c'est la laïcité. Et Yallah, qui n'a rien à voir de religieux, puisque ce mot veut dire tout simplement allego en arabe, eh bien, fait référence à nos origines. Donc certes, nous prenons, nous défendons, nous chérissons la laïcité à partir de là où nous sommes, c'est-à-dire à partir de nos origines et de nos racines. Donc voilà un petit peu en gros la contribution et la réflexion que nous avons menée depuis maintenant près de 2 années. Eh bien, merci beaucoup, Djemila Benhabib, d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à Richard Malka et à vous, chers auditeurs, qui avez choisi de nous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer ensemble la journée internationale des migrants du 18 décembre. Bonsoir à toutes et à toutes et à très bientôt.